On va entamer un peu ce débat qui nous réunit ce soir autour du travail de John Greaves et de Emmanuel Cuny. Alors, une toute première question que je voulais poser à John Greaves. Verlaine les airs est une version chanson de Verlaine Gisant et le troisième spectacle que vous consacrez à ce poète. Et je voulais vous poser la question de savoir quels étaient les liens particuliers qui vous unissaient à lui. Verlaine, en réalité, c'est que ça fait longtemps que je vis en France. J'ai fait beaucoup de disques et je n'avais jamais fait un disque en français. Je voulais faire un disque en français. Et sachant que moi j'écris une chanson tous les 10 ans en français, j'ai fait le calcul de faire un disque. Ça ne marche pas jamais. Donc je suis allé chercher chez les poètes qui m'étaient chers dans ma jeunesse quand j'étais étudiant et j'ai relu tous les Apollinaire, les Rimbaud, et je suis tombé sur Verlaine et il n'y avait pas de doute que c'était mon parolier. Ça chante directement sur la page, donc je n'ai pas cherché plus loin, c'était Verlaine. J'ai fait 2 disques sur ces poèmes respectueusement, j'espère que j'aime ça. Merci. Alors, une question maintenant à Emmanuel Cuny. Votre collaboration s'est faite avec John Greaves autour de ce poète de Verlaine, et en particulier sur la dernière partie de sa vie, qui est pour le moins dramatique. En quoi ce projet vous a-t-il particulièrement intéressé? J'ai pas uniquement travaillé sur Verlaine avec John. On a un projet d'opéra en cours qui n'a rien à voir avec Verlaine et qui est assez ancien finalement maintenant, qui s'appelle Les Méthodes. On a travaillé sur un certain nombre de dossiers, en particulier donc vers Verlaine, puisqu'on en parle. Je ne sais pas si ça m'a particulièrement intéressé, mais c'était la demande d'un ami qui a été formulée dans des circonstances assez exceptionnelles, pathético-comiques, au cœur d'un palace en Russie. Et finalement, j'ai répondu à cette demande avec une espèce d'allégresse, une allégresse d'autant plus grande, que j'ai essayé un peu façon de Niro, je dirais, de vivre la vie du Verlaine finissant pendant quelques semaines dans le palace en question, pensant sans doute à tort d'ailleurs que le texte en résulterait plus conforme à ce qu'on peut attendre d'un travail sur le poète. Voilà. Je ne dirais pas que ce travail m'a particulièrement intéressé, mais ni plus ni moins intéressé que les autres travaux que je mène. Mais il avait cette particularité d'être le produit de la demande d'un ami que j'admire par ailleurs, enfin, quelqu'un que j'admire, et de porter sur un poète qu'au fond je ne connaissais pas en réalité. C'est un poète que j'ai très peu lu, notamment justement parce que sa phase un peu cancanière et un peu aigrie, aigre, amère de la fin m'a irrité et je ne l'ai pas relu depuis cette période d'irritation. Voilà. Et puis dernier élément, il y avait quelque chose du côté de la relecture de ce sur quoi j'ai travaillé à l'époque de mon doctorat, il y a très longtemps, et qui était le personnage et les livres de Gustave Le Rouge, dont on sait qu'il a été l'un des derniers amis à accompagner Verlaine. Voilà. Je poursuis les questions. Alors, je pense que c'est une question que vous posez à vous deux, mais je vais la poser en premier à John Greaves. Pourquoi avoir opté pour la forme de l'opéra? Je pense que c'est une façon de donner l'expression à toute l'ambiguïté, toutes les contradictions dans les textes et dans la vie de Verlaine, dans un contexte, c'est le théâtre, c'est le contexte théâtral. On peut souligner subtilement justement ces contradictions,
ces éléments. C'est le côté territoire qui m'intéressait personnellement. Écoute, moi, je crois avoir. Ce qui m'a intéressé, encore une fois, dans la forme opératique, en l'occurrence, c'est qu'une fois de plus, elle était le produit de la demande d'un ami. Et aux demandes des amis, j'ai l'habitude de concéder intérêt, par principe. Voilà. Ceci étant, il y avait quelque chose qui était intéressant dans la manière dont John me présentait le travail, c'est qu'il souhaitait que le travail fût à la fois théâtral et profondément musical, c'est-à-dire absolument du côté de l'opéra. La question se posait donc de travailler sur une matière qui est finalement assez ténue, parce que Verlaine était finalement pas grand-chose d'autre qu'un alcoolique, un obsédé sexuel sur le retour, encore une fois un petit peu amer. Il n'y avait donc pas grand-chose, pas grande matière. Donc il fallait travailler sur une ronde de motifs qui, en quelque sorte, redisait Verlaine, mais à travers ce voyage en chambre assez misérable des derniers jours, des dernières semaines. Alors donc une question qui s'adresse à vous deux, puisqu'elle porte sur vos relations. Comment un écrivain et un musicien travaillent-ils à la conception d'un opéra? Comment se structure l'œuvre, les relations entre texte et musique, l'approche personnelle de l'un et de l'autre des auteurs? En ce qui nous concerne, je dirais que le travail qu'on mène ensemble est toujours du côté de la négociation des rythmes. Je vais beaucoup trop vite et John va beaucoup trop lentement, et on est dans un mécanisme d'accommodement de ce côté-là. Pour le reste, je crois connaître relativement bien le travail de John pour l'écouter depuis l'âge je ne sais plus, depuis que j'ai plus l'âge, enfin plus exactement depuis l'époque où j'en avais pas. Autrement dit, la plupart du temps, quand il me demande quelque chose, assez naturellement, je fais quelque chose dont je pense qu'il est adapté à ce que j'ai entendu de lui. Et puis ce qui aide toujours, et ce qu'on dit assez peu, c'est que dans le cadre d'une collaboration, la confiance, l'affection, la tendresse, d'une certaine façon, ne sont pas, à mon avis, ne sont pas dispensables. Voilà. Donc on travaille d'autant plus aisément qu'on travaille avec des gens pour qui on éprouve admiration, tendresse, affection, ces choses. Pour le reste, il s'agit que le poème chante et que la musique cause. Et tout ça relève l'obtention de ce résultat relève d'un apprentissage. Voilà. Qui parle bien. J'ai une petite question. Les gens ne savent peut-être pas, mais Ronan est musicien. Alors je voulais savoir comment tu gères le côté musical. Est-ce que tu laisses le chant complètement libre à John, ou alors c'est plus fort que toi, tu interviens Bon, il n'y a pas besoin d'être musicien pour constater que la plupart du temps la poésie c'est le poème. Autrement dit qu'il est naturellement, c'est une de ses dimensions, mais qu'il est naturellement du côté de la mélopée, autrement dit du côté de l'ascension musicale. C'est son essence, c'est son mythe fondateur, c'est son origine, c'est son histoire. Et la contemporanéité n'est sortie de ça finalement qu'à son détriment de mon point de vue. Donc il n'y a pas de différence fondamentale entre la technique, je dirais, la techné poétique du côté du poème et celle dont on use pour écrire des chansons. La seule chose, la seule épreuve à laquelle on doit se soumettre ou à quoi on doit condescendre, c'est la discipline du gueuloir, celle dont parle Flaubert, mais qui pour le coup n'est pas alors encore une fois n'est pas dispensable. La plupart du temps, quand je compose un texte de chanson, pour John Greaves ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être un type de la Star Academy, comme ça m'est arrivé, enfin, je ne travaille pas qu'avec des gens formidables. La première des choses, c'est de vérifier qu'il soit chantable sous la douche. On prend le texte, on le chante, on chantonne. S'il est chantonnable, il y a des chances qu'il soit chantonnable par d'autres que vous, et hors la douche. Alors, une question donc à Emmanuel Tugny. Les derniers poèmes de Verlaine ont une coloration particulière, au niveau de la colère, de l'érotisme, de la mélancolie, de la dérision. Comment ces éléments ont-ils pu infuser en quelque sorte dans votre texte? C'est-à-dire que je n'avais pas le choix. Il s'agissait d'écrire, il ne s'agissait pas pour moi d'écrire un livre de moi, il s'agissait d'écrire, plus exactement, de faire en sorte que quelque chose du
fantôme de Verlaine, de son apparition, ou de son spectre, traverse le texte, faufile le texte. C'était ça l'idée. Par conséquent, je ne pouvais pas faire l'économie de l'illustration de cette dimension-là, de l'invective, encore une fois, de la manifestation d'aigreur, de l'obsession sexuelle, de la maniaco-dépression, de toutes ces choses qui en font un être, de mon point de vue, profondément irritant. Je le trouve assez peu défendable, Verlaine, comme auteur en tout cas, je le trouve un peu obsessionnel, etc. Bon, voilà, en quelque sorte, il fallait que le texte, d'autant plus qu'il y avait dramaturgie, que l'aval de ce texte était la dramaturgie, le théâtre, il fallait qu'à un moment ou à un autre, ce personnage existât sur la scène. Voilà. Et pour qu'il existe sur la scène en tant que Verlaine, un certain nombre d'exercices m'étaient imposés, en particulier la fidélité à ce que je sentais moi être sa trajectoire, je dirais pas de personne, parce que c'est pas le mot juste, mais en tout cas d'individu, une singularité. Alors, une question pour John Greaves. Il semble que vous ayez souvent fait allusion dans vos œuvres à d'autres artistes, écrivains, poètes et même plasticiens. Quelle est l'origine de cette démarche? Je pense comme auteur, compositeur, songwriter, je pense. Je crois que tous les éléments qui existent sont des matières avec lesquelles tu formes tes images, tes couleurs, tes idées dans la forme d'une chanson. Je pense que je suis né dans la chanson. J'ai écouté depuis mon enfance toutes les chansons de Broadway, j'ai découvert la chanson française beaucoup plus tard, mais j'en suis fan. Mais je pense que tout est faisable dans la chanson, et puisque j'ai eu une éducation, j'ai lu, j'ai le diplôme de littérature aussi, donc je fais ça malgré moi, presque ça tout ça apparaît dans les textes, dans les chansons. J'aime bien faire allusion à Marcel Duchamp dans ce texte une chanson qui est complètement ringard, parce que j'aime bien ce paradoxe-là. Tiens, je vais peut-être jouer cette chanson tout à l'heure. Alors, à Emmanuel Tugny, comment un poète ou un écrivain écrit-il sur un autre poète? Vous avez également écrit un roman sur un autre poète maudit, Tristan Corbière, dont l'œuvre a été révélée de manière posthume par Verlaine d'ailleurs. Quelle relation Corbière-le Crevant, le titre de ce roman, et Verlaine-Gisant entretiennent-ils avec l'œuvre de ces poètes et avec leur biographie? C'est une question qui est extrêmement complexe, mais pour y répondre de manière rapide et simpliste, il n'y a pas une différence fondamentale entre le fait d'écrire, pour un poète que je ne suis pas d'ailleurs, enfin pour un écrivain, d'écrire à propos ou sur un autre écrivain, et le fait pour ce même écrivain d'écrire sur un caillou, une fraise des bois, sa maman, sa cousine, ou les dépendances de sa propriété. La question, c'est de faire de ces objets qui n'appartiennent pas en propre au monde qu'on manipule, des objets qui appartiennent en propre à ce monde qu'on manipule. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte qu'une ingestion par la forme opère, qui fasse de ces objets des objets maîtrisables par le sujet qui en a besoin dans le contexte de son travail d'écrivain. Voilà. Autrement dit, il s'agit de faire de manière évidemment tout à fait outrepidante de Tristan Corbière, de Paul Verlaine en l'espèce, mais ça pourrait être de qui que ce soit d'autre, un objet manipulable dans le contexte de ce qu'on appelle une fiction, et qui n'est autre qu'une accumulation ou qu'une agrégation d'objets rendus manipulables par l'exercice formel. Quand je dis l'exercice formel, évidemment, je ne veux pas dire l'exercice vernissé et superficiel, l'exercice de la forme, l'exercice de la fabrication par la forme d'objets ayant vocation à avoir une vie autonome.